Heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus sur les antennes de TV5 Monde de Radio France Internationale. C'est l'émission internationale réalisée avec notre confrère, le quotidien français Le Monde. Aujourd'hui, nous allons anticiper plus exactement sur un événement qui va se dérouler dans exactement 11 jours. C'est l'élection présidentielle en Algérie. Nous recevons Amara Benyounès. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre du Développement industriel et la promotion des investissements en Algérie. Vous êtes aussi, peut-être surtout, c'est à ce titre que nous vous recevons aujourd'hui, porte-parole du candidat Abdelaziz Bouteflika, le président sortant, qui brigue un 4e mandat. Et je vais avoir le plaisir de vous interroger avec Isabelle Mandreau du journal Le Monde et Sophie Malibaud de Radio France Internationale. Avant peut-être de revenir sur cette élection, il est peut-être inhabituel ou discourtois de recevoir un invité en lui disant qu'on pense très fort à un autre. En l'occurrence, précisément à M. Bouteflika, la question est à la fois banale et très politique. Comment va-t-il ? Mais la fonction d'un porte-parole, c'est de parler au nom de l'autre. J'ai bien compris. Donc je suis là pour parler au nom du président de la République. Il va bien. Il va bien, sa santé s'améliore régulièrement. Vous l'avez vu avec nous tous. Avant-hier, il a reçu John Kerry, il a reçu l'émir du Qatar. C'est quelqu'un dans les fonctions mentales fonctionnent très bien. Il a un problème de rééducation fonctionnelle. Il est en train de poursuivre sa rééducation et ça s'améliore de jour en jour, mais sa tête fonctionne très bien. Alors, vous donnez ces informations alors que les images, autant le dire, sur des antennes qui, à nouveau, ont leur distance critique et leur regard personnel, on voit aussi, peut-être surtout, un homme affaibli. Est-ce qu'à 78 ans, il était le mieux placé en Algérie pour diriger le pays ? En tout cas, nous pensons que la situation actuelle, vu la situation actuelle qui règne autour de notre pays, nous pensons que c'est le président le plus à même de diriger le pays pour les 5 prochaines années. N'oubliez pas le pays dont on parle, l'Algérie, en Afrique du Nord, entouré de pays où il y a beaucoup de turbulences, beaucoup d'instabilité. Nous avons été pendant très longtemps... De renouvellement démocratique aussi. Pardon ? De renouvellement également du personnel. De renouvellement du personnel, peut-être, mais en tout cas, il y a beaucoup de problèmes dans ces pays. C'est des problèmes qui nous concernent directement parce qu'ils touchent nos frontières. Alors, avant de donner la parole à mes consoeurs, on va regarder ces quelques images et le commentaire à propos de cette situation et du poids des opposants dans cette campagne électorale. Le 17 avril prochain, les Algériens choisissent leur nouveau président. Mais sera-t-il vraiment nouveau ? Candidat à sa propre succession, Abdelaziz Bouteflika est au pouvoir depuis 1999. Le voici lors du dépôt de sa candidature. Je suis venu déposer officiellement ma candidature conformément à l'article 74 de la Constitution et conformément à la loi électorale. Âgé de 77 ans, victime d'un accident cardiovasculaire l'année dernière, le président n'apparaît plus que très rarement en public. Sa campagne est largement assurée par son équipe. Grand favori, Bouteflika est soutenu par tout l'appareil d'État, le patronat, des syndicats et des artistes algériens, comme le suggère ce polémique clip de campagne. La société algérienne est partagée sur ce 4e mandat. Alors, toujours en musique, d'autres artistes expriment leur ras-le-bol. Pour eux, Bouteflika n'incarne pas la stabilité, mais bien plutôt l'immobilisme et surtout le maintien des privilèges. Son principal adversaire, Ali Benflis, ancien Premier ministre, ancien ministre de la Justice, ancien directeur de campagne de Bouteflika, Ali Benflis est un homme du sérail. Aujourd'hui, il se présente en candidat du changement. Le 17 avril prochain, la situation doit être réglée avec de vraies solutions et non pas grâce à la fraude. Sinon, la situation et les problèmes vont s'aggraver et ça, je l'ai compris. Aucun des 4 autres candidats n'a de véritable chance de passer. Alors, face à ce scrutin joué d'avance, c'est l'appel au boycott. Pour la première fois, un mouvement de la société civile s'organise. Universitaires, jeunes, retraités osent descendre dans la rue et crier « Barakat, ça suffit » en arabe. Ces manifestations se multiplient dans le pays et sont largement relayées sur Internet. Elles sont toujours suivies d'arrestations,
Pour l'instant, le mouvement reste minoritaire. Voilà pour ces échos de la campagne. Je vous disais, nous recevons le porte-parole du président Bouteflika, Amara Benyounès. Question de mes concerts de RFI et du Monde. Hier, ce samedi, il y avait un meeting à Béjaïa, un meeting qui n'a pas pu se tenir comme prévu, lors duquel le Premier ministre devait intervenir. L'ancien Premier ministre, lui aussi en tant que représentant du chef de l'État sortant. Meeting qui tourne à l'émeute. Vous n'avez pas sous-estimé un petit peu l'exaspération de la population dans cette campagne? Non, mais très franchement, madame, est-ce que vous pensez que si réellement c'est un phénomène d'exaspération, il doit s'exprimer de cette manière? Nous sommes en période électorale. La période électorale, c'est un débat contradictoire. Il y a 6 candidats, il y a des gens qui sont pour tel ou tel candidat, mais le principe, c'est que c'est le peuple qui doit choisir. Donc moi, je suis étonné que même des médias justifient ces actes de violence, parce que ce sont des actes antidémocratiques. Empêcher un meeting de quel candidat que ce soit est un acte antidémocratique. Si ces gens-là sont réellement représentatifs de la société algérienne, du peuple algérien, pourquoi ont-ils peur alors du vote algérien? Laissez le peuple algérien s'exprimer. Moi, je m'attends très franchement, ou dans la classe politique, où les médias dénoncent ces actes. Parce que si ça se passe ici en France, si vous avez aussi un candidat qui a perturbé son meeting, qu'on l'empêchait d'aller faire un meeting, l'ensemble des médias, de la classe politique, auraient dénoncé ça. Et en Algérie, on trouve le moyen non seulement de justifier, mais parfois même d'encourager ces actes de violence qui sont des actes antidémocratiques. Au-delà de ça, qu'est-ce que vous pensez du mouvement Barakat à ce moment-là, vous savez, dont madame, on parle dans le sujet? C'est un mouvement qui est contre le 4e mandat. C'est son droit le plus absolu d'être contre le 4e mandat. Mais l'expression de ce rejet doit se faire par les urnes, il ne peut pas se faire par la rue. Nous ne sommes pas dans un... Là, nous avons vu les rues algériennes, ce qu'elle a durant les années 90. Nous avons vu les changements par la rue qu'ils ont essayé d'imposer en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Syrie. Nous ne voulons plus, nous, de changements par la rue. Nous voulons que le changement, si changement il doit y avoir, ou si les gens qui sont pour Bouteflika ou qui sont contre Bouteflika aillent voter, c'est tout. Monsieur Benyounès, il n'y a jamais eu de second tour à une élection présidentielle en Algérie. Depuis 62, oui. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y en ait cette fois-ci, qu'il y en ait un? Ou est-ce que beaucoup disent en Algérie que c'est une élection qui est jouée d'avance? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, vous savez, vous venez de montrer, il y a 6 candidats à cette élection présidentielle. Parmi ces candidats, il y a le président Bouteflika. Ces 5 autres candidats connaissent parfaitement le système politique algérien. Ils sont dans la politique depuis au moins 30 ans. Pour les uns et les autres, s'ils ont fait confiance à ce processus électoral, il faut qu'on fasse confiance, qu'on laisse le peuple algérien voter. On verra bien ce qui sortira des urnes le 17 avril. Il peut y avoir un deuxième tour? Il peut y avoir un deuxième tour. C'est au peuple de décider s'il y aura un deuxième tour ou pas de deuxième tour. Je ne sais pas comment les Algériens vont voter le 17 avril. Je reviens sur la question des manifestations. Une manifestation n'est pas forcément synonyme de violence. Or, l'état d'urgence a été levé. Il y a toujours interdiction, finalement, de rassemblement dans la capitale algérienne. Oui, pas possibilité pour les sympathisants de l'opposition de s'exprimer dans la rue, même si ce n'est pas par la violence. Ils s'expriment. Ils ont organisé des meetings. La semaine dernière, le Front du boycott a organisé un meeting à Alger. Ils ont loué une salle, on leur a donné une salle. Le mouvement Barakat s'exprime depuis maintenant presque 2 mois, ils font leurs manifestations dans Alger, ils sont encadrés par la police parce qu'on ne peut pas laisser la capitale tous les samedis entre les mains des manifestants et bloquer toute la capitale. Ils manifestent. Votre reportage l'a bien dit, ils ont dit que c'est un mouvement de protestation, mais ils ont dit que c'est un mouvement minoritaire, c'est un mouvement qui ne rassemble pas, c'est un mouvement qui n'arrive pas à mobiliser. Leur stratégie maintenant, c'est une stratégie plus médiatique que politique. Ils vont dans les grands rassemblements pour chahuter les grands rassemblements. Ils utilisent en fait nos rassemblements, dans lesquels il y a beaucoup de monde qui viennent, pour venir chahuter, s'exprimer. Ils ont toutes les manifestations qu'ils ont organisées, vous les avez suivies, vous avez suivi Alger, ils n'ont jamais pu rassembler plus de 30 personnes. Ça se joue aussi sur les réseaux sociaux, monsieur le ministre. Oui, ça se joue sur les réseaux sociaux, mais la réalité, madame, c'est le terrain. La réalité, c'est pas Facebook qui va voter, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui vont voter, ce n'est pas Internet qui va voter, c'est le peuple algérien qui va voter. Effectivement, quand on sait comment ça se passe maintenant, les réseaux sociaux, nous savons qui sont derrière les réseaux sociaux, nous savons tous les faux profils qu'il y a derrière les réseaux sociaux. Nous savons, vous savez très bien. Non, mais vous savez très bien, madame, que n'importe qui d'entre nous peut avoir 50, 60 profils à aller sur Internet et faire ce qu'il a envie de faire sur Internet. L'essentiel pour nous, nous disons c'est bien Facebook, mais c'est mieux le terrain. Alors, vous nous disiez il y a quelques instants que le président allait bien, enfin qu'il se rétablissait, le président Bouteflika. Il a fallu changer, on peut le rappeler ici, la Constitution. Et vous savez
savez ce qu'on entend, Bouteflika président à vie, face à ce genre d'approche ou de portrait sur un homme qui était affaibli. Comment est-ce que l'on réagit? Comment est-ce que vous réagissez vous-même? Vous savez, M. Dessin, ici en France, vous avez eu la limitation de mandat il y a moins de 20 ans. C'était des septennats renouvelables. On a changé la Constitution. On ne peut pas dire que la France n'était pas un pays démocratique avant la limitation des mandats. Absolument. Donc pour moi, personnellement, je dis que... Mais l'Algérie a fait le chemin inverse. Oui, en France, on pouvait faire autant de mandats, c'est maintenant limité à 2. En Algérie, c'était 2 mandats et maintenant c'est à vie. Mais très franchement, est-ce que c'est vraiment un critère de démocratie? Je vous pose la question, monsieur le ministre. Madame Merkel vient d'avoir un 3e mandat. Les Anglais n'ont pas de limitation de mandat. Les Italiens n'ont pas de limitation de mandat. C'est une culture américaine, la limitation de mandat qui commence à arriver. Moi, très franchement, sur le plan personnel, ça ne me pose aucun problème. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas. L'essentiel, c'est la manière avec laquelle on arrive au pouvoir. Est-ce qu'on arrive d'une manière démocratique ou pas? Maintenant, limitation de mandat, Monsieur le Président Mitterrand fait 2 septennats de 14 ans, il aurait pu faire encore un 3e, et c'était un pays démocratique. On ne peut pas dire que la France n'était pas un pays démocratique avant qu'il y ait limitation de mandat. Mais vous savez que le monde entier regarde toujours avec beaucoup d'étonnement lorsqu'on change la Constitution sur le nombre de mandats aussi. Pardon ? On regarde toujours avec un peu d'étonnement ou de suspicion quand un pays change sa Constitution pour permettre comme ça le genre de... Oui, mais monsieur, c'est le peuple algérien qui a voté, qui a décidé de changer sa Constitution. Si le peuple algérien veut limiter les mandats, il limite. S'il avait voulu refuser cette constitution, il l'aurait refusée. On a appris très tardivement, donc finalement, que Bouteflika proposait sa candidature pour un 4e mandat. Mais pour quelle raison il le fait? Lui qui avoue lui-même dans sa lettre, la lettre qu'il a adressée au peuple algérien, qu'il avait perdu une bonne partie de ses capacités du fait de la lourde tâche qui lui incombait depuis un moment. Vous savez, madame, j'ai expliqué tout à l'heure la situation dans laquelle vit notre pays. C'est une chose peut-être qui est très difficilement compréhensible à l'étranger. Mais quand on a vécu les moments dramatiques que nous avons vécus durant les années 90, nous connaissons parfaitement le prix de la paix et de la stabilité. C'est un pays qui ne veut plus repartir en arrière. Nous sommes convaincus. Il n'y a pas d'homme. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, madame. Et nous sommes convaincus, nous, que le président Bouteflika, avec l'expérience qu'il a acquise ces dernières années, c'est le plus apte à diriger le pays dans ces années de turbulence. C'est pour ça que nous avons choisi, nous, personnellement, notre parti, d'appuyer la candidature de Bouteflika. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas d'autres hommes. Ils sont 6 candidats. Nous disons que pour nous, c'est le meilleur, c'est le plus apte actuellement. Ils ont 6 candidats, le peuple algérien a 6 candidats en face de lui. On verra bien qui il va choisir. Et c'est lui qui tirera les ficelles par la suite, ou son frère, Saïd Bouteflika, par exemple? C'est incroyable cette affaire de frère du président. Madame, vous n'avez pas à faire une république bananière. Si nous sommes en train de parler de l'Algérie, c'est un grand pays qui a des institutions démocratiquement élues, stables, sérieuses, solides. Ce n'est pas le frère du président qui va gérer l'Algérie, c'est le président qui gère et qui dirige ce pays. Mais je remarque une chose importante, c'est que dans toute cette affaire de démocratie, en fait, qu'on veut nous imposer, que ce soit par les réseaux sociaux ou de l'étranger, il ne faut pas que le candidat se présente, il ne faut pas que Bouteflika se présente. On dirait que c'est ça l'unique critère de la démocratie dans ce pays. Il a juste l'air à bout de force. Pardon ? Il a l'air à bout de force. C'est simplement qu'il a l'air à bout de force. C'est votre impression, madame. Vous demandez, les images en attestent. Posez la question à M. John Kerry qui l'a reçu avant-hier. Vous pensez que s'il était à bout de force, il va recevoir un secrétaire d'État américain? Vous pensez que ce secrétaire d'État américain, s'il a vu un président à bout de force, il ne le dira pas? Non. Vous n'êtes pas professeur de médecine, madame. Donc vous estimez justement que le président Obama, qui vient de passer en Algérie, cautionne donc la candidature Non, nous ne cherchons pas à être cautionnés par qui que ce soit, madame. La seule caution que nous cherchons, c'est la caution du peuple algérien. Nous voulons que le peuple algérien sorte voter massivement le 17 avril prochain, et de préférence, nous faisons campagne pour qu'il vote pour notre candidat. Isabelle Mandreau. Qu'est-ce qui vous fait dire que si ce n'est pas le candidat Bouteflika qui l'emporte, l'Algérie va connaître une période de turbulence comme par le passé? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, certes, il y a une histoire douloureuse en Algérie, mais ça ne sera pas la même chose. Enfin, je veux dire, s'il y a des candidats qui se présentent contre lui, c'est pas ça que nous disons. On n'est plus dans les années 90. Je dis pas ça, je dis que pour nous, c'est le plus à même, le plus apte pour diriger. Nous considérons, bien sûr, nous considérons que c'est un pays où il peut y avoir de graves dérapages. La frontière avec la frontière terroriste, par exemple. Bien sûr, essentiellement. Est-ce qu'il n'y a pas eu une menace il n'y a pas d'autre type de dérapage que le dérapage terroriste. Nous voyons la frontière avec le Mali, la frontière avec la Libye. Le dernier acte terroriste que nous avons vécu, ce sont des terroristes qui sont partis de la Libye vers le Mali pour venir nous attaquer. Nous avons des problèmes de terrorisme avec la frontière tunisienne. Bouteflika est le meilleur rempart contre le terrorisme. C'est ce que vous nous dites ce matin. Bien sûr, nous sommes persuadés que c'est le garant de la stabilité et de la paix dans notre pays. Mais revenons sur une menace. L'attaque terroriste n'a pas été empêchée sur ce site gazier. Et la façon dont elle s'est résolue, manifestement, n'a pas plu à tout le monde, puisqu'il y a quand même eu 30
38 otages qui sont passés. Oui, mais madame, vous savez, vous nous avez affaire au plus grand pays d'Afrique, 5 fois plus grand que la France, 2 400 000 km². Vous pensez que l'armée algérienne peut surveiller morceau par morceau tout le territoire national? La réaction de l'armée algérienne a été saluée par le monde entier, à commencer par M. François Hollande, par Obama, par David Cameron, parce que nous savons... Il y a eu des réserves sur la façon dont la prise d'otages s'est dénouée. Mais c'est normal. Nous savons qu'il ne faut pas négocier avec ces gens-là. Nous sommes le pays qui est à la pointe de la lutte antiterroriste. Nous sommes le premier pays au monde à dire aux pays occidentaux de ne pas payer de rançon pour les terroristes. Nous avons réglé ce problème. Le monde entier a salué la manière avec laquelle et la rapidité avec laquelle nous avons réglé ce problème. Monsieur Bagnounès, vous mettez en avant l'argument de la stabilité, qui est un argument qui est mis en avant par tous les partisans du président. Les opposants disent au contraire qu'il est devenu un facteur d'instabilité, puisqu'on ne sait pas, compte tenu de son état de santé, s'il pourra finir même son 4e mandat. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous prenez en compte aussi, l'inquiétude du peuple algérien vis-à-vis de la gouvernance du pays? Question d'Isabelle Mandreau. Nous comprenons parfaitement qu'il y ait des agents qui sont contre Bouteflika. C'est normal, c'est ça la démocratie. Nous sommes en période électorale, mais laissez le peuple algérien décider et voter. Ces gens-là qui disent au cas où quelque chose arrive au président Bouteflika, vous pensez que rien ne peut arriver à M. François Hollande, à M. Obama? Tout peut arriver dans la vie. Il y a des institutions, il y a une constitution, il y a une loi qui prévoit tout. Tout ça, si le poste de président de la République est vacant, la Constitution elle est très claire comment cette vacance sera assumée et comment après les élections se dérouleront. Il a été vacant, le pouvoir a été vacant pendant une longue période. Non, il n'a pas été vacant. C'est le président de la République qui est tombé malade, comme M. Jacques Chirac est tombé malade, comme n'importe quel président du monde peut tomber malade. Il s'est fait soigner, le gouvernement continue de fonctionner. Je suis membre du gouvernement. Oui, madame, c'est le conseil du gouvernement. 3 mois, donc on l'évacue. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, en fait, on n'a pas besoin d'un président. On a besoin d'un président, on a besoin de lui. Madame, on a besoin de lui. Mais s'il est malade, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si maintenant François Hollande tombe malade, vous allez le changer? Mais il ne fait pas campagne. C'est quand même, c'est incroyable cette affaire. Un président de la République n'a pas le droit de tomber malade. Ce qui nous étonne, c'est que le président, on ne le voit pas et qu'il ne fasse pas campagne. C'est ça qui est étonnant. C'est pour ça qu'on insiste de cette façon devant vous, qui êtes son porte-parole, M. Bagnounès. Non, mais vous savez, monsieur, le Conseil constitutionnel a réglé cette affaire de maladie. Sa candidature a été validée par le Conseil constitutionnel. Pour nous, Algériens, ça nous suffit. Nous n'avons pas besoin, si vous voulez, d'autres formes de caution venant de l'étranger, de quelque part. Nous, les choses sont très claires. C'est le président. De toute façon, c'est le peuple algérien qui va décider. Les gens disent que le président est malade. Ils disent qu'il est handicapé. Ils disent que le peuple ne veut pas de lui. Ils disent qu'ils veulent le changement. Qu'on laisse le peuple s'exprimer, on va voir le peuple ce qu'il va dire. On va faire une pause. Il reste 11 jours, madame. Dans 11 jours, le peuple algérien va s'exprimer. Non, moi, c'est tout simplement. Donc, cette élection va avoir lieu dans une dizaine de jours. Certaines voix autorisées, comme un ancien Premier ministre, Sidi Ahmed Razali, disent aucune élection n'a jamais été libre en Algérie. Je pense qu'il il a déjà, lui, organisé des élections. Il dit ça n'a jamais été une élection, n'a jamais été libre. Il a quitté le gouvernement. Non, mais on ne va pas parler de lui, mais il a quitté le pouvoir depuis 22 ans. Il a quitté le pouvoir depuis 22 ans. Moi, je l'ai toujours dit, les élections, ce ne sont pas des élections qui sont transparentes à 100%, démocratiques à 100%, mais chaque étape, nous faisons des progrès en matière de transparence, en matière de gestion des élections, et je vous garantis que ces élections vont être des élections transparentes et libres. Le peuple algérien, c'est lui seul qui sera souverain pour choisir son président. Parlons franchement, M. Bagnounès. Certains disent aussi qu'il y a fraude dans les élections en Algérie. Je pense à M. Ali Benflis qui le dit très clairement. Il a été chef du gouvernement, il a organisé des élections. Exact, mais donc il connaît aussi le système peut-être, mais beaucoup le disent. Donc qu'est-ce que vous allez donner comme garantie pour que ces élections soient libres et transparentes, sachant en plus que les observateurs européens ne viendront pas? Donc si on parle, de toute façon, madame, ce n'est pas les observateurs européens qui vont donner un gage de transparence ou pas à ces élections. Nous organisons nos élections. Le candidat dont vous avez parlé, s'il est candidat, c'est qu'il croit quand même un peu à ces élections. Lui-même est candidat. Lui-même est candidat à cette élection. S'il était persuadé qu'il allait y avoir fraude, comme vous le dites, il ne serait pas présenté à ces élections. Chaque fois qu'il y a les élections en Algérie, c'est toujours la même chanson qui revient d'un certain nombre de partis politiques, d'opposants qui parlent de trafic électoral. Et ces mêmes élections, ces mêmes personnes qui boycottent... Le choix, c'est le boycott ou l'élection avec madame, des fraudes. Si vous suivez bien les élections en Algérie, tous les partis qui boycottent ont participé aux dernières élections de 2012. Comment se fait-il que les élections de 2012 étaient transparentes et celles de 2014 ne le sont pas? Alors, je vous propose, merci donc pour ce premier regard sur la campagne, sur cette élection qui va venir. Nous recevons Amara Bagnounès, ministre et porte-parole du candidat et président Abdelaziz Bouteflika. Nous allons faire sur les antennes de RFI et sur celles de TV5 un point de l'actualité et on vous retrouve tout de suite.
Nous nous retrouvons dans International avec Radio France et avec le quotidien Le Monde. Vous êtes également sur les antennes de TV5. Nous recevons Amara Ben-Younes, ministre algérien du développement industriel, de la promotion des investissements et porte-parole du président Abdelaziz Bouteflika. Et je devrais dire du candidat Abdelaziz Bouteflika. Candidat, on le sait, à un 4e mandat. Première question de cette reprise avec Isabelle Mondreau du Monde. Nous parlions de transparence à l'instant même. Pourquoi les journalistes français n'obtiennent pas leur visa pour venir en ce moment en Algérie? Franchement, je l'apprends. Hein. Franchement, je vous le dis d'ailleurs avant le début du plateau, je ne savais pas. Moi, je sais que il y a beaucoup normalement, de nos confrères qui sont en attente. Très franchement, je l'apprends ici. Je dis après ici sur ce plateau qu'il n'y ait pas de visa. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de visa, mais bon. Il y en aura, mais peut-être au dernier moment, quoi. Donc, en tout cas, vous avez régulièrement votre visa. Vous qui venez régulièrement en Algérie, vous avez toujours eu votre visa. Mais certains dont ceux de TV5 sont en attente d'un visa, c'est vrai. Je pense que c'est une affaire de procédure, mais très franchement, je ne connais pas le problème pour vous dire... Alors, on vous posait la question donc des circonstances de cette élection. L'état de santé, vous avez répondu que le président Bouteflika se rétablissait. Vous nous dites que cette élection sera transparente. On a aussi envie de vous demander un 4e mandat, pourquoi faire? Parce que ce qui n'a pas été fait en 3 mandats, il y a des choses à accomplir. Quel est le projet, quel est le programme? Parce que vous voyez bien, même nous, on est piégés. On vous parle de l'état de santé, des conditions d'organisation, mais un mandat... C'est 5 années pour faire quoi? D'abord approfondir les remarques qui ont été, les réformes qui ont été initiées. Et puis quand on dit il n'a rien fait, il faut aller... c'est pas quelque chose de position, mais pour faire quoi dans ce moment? Quand on voit ce qui a été fait dans le pays durant ces 15 dernières années, moi j'ai eu la chance avec le Premier ministre, on a fait les 48 wilayas du pays. C'est un pays qui a totalement changé. Le visage de l'Algérie a radicalement changé en termes de logement, de nouvelles villes, de routes, d'autoroutes, de rails, de barrages. C'est un pays qui a profondément changé. Le président Bouteflika, quand il est venu avec 3 engagements. Le premier engagement, c'est le rétablissement de la paix et de la sécurité dans le pays. Ça, je crois que tout le monde le reconnaît. Le deuxième engagement, c'était de réhabiliter la place de l'Algérie sur la scène internationale. Et là, je pense que c'est fait. Le troisième, c'est la relance économique. Et là, effectivement, nous avons encore des chantiers importants à ouvrir en matière de relance économique. Et moi, personnellement, qui suis chargé du dossier du développement industriel et de la promotion de l'investissement, c'est un mandat qui sera essentiellement un mandat économique. C'est un mandat où nous allons essayer d'avoir une croissance économique forte pour régler un problème sérieux que nous avons, qui est le problème du chômage et notamment le problème du chômage de la jeunesse algérienne. Sophie Malibaud. On a aussi ce fait économique qui est que les revenus extérieurs proviennent à 98%, 97% de la manne pétrolière et gazière, et ce qui engendre également un certain nombre d'affaires de corruption également, comme on l'a vu avec le scandale Eni, etc. En tout cas, une économie de rente. Oui. Une économie de rente et des problèmes... Vous savez, madame, en termes d'économie, on a 2 grands défis à relever. Le premier défi, c'est le passage de cette économie socialiste, bureaucratique, à une véritable économie sociale de marché. Et le deuxième défi, c'est celui dont vous parlez. Nous sommes encore, l'économie algérienne est encore, hélas, beaucoup trop dépendante des hydrocarbures, et notamment du pétrole et du gaz. À 98%, les recettes d'exportation. Et 60% de ces richesses. Oui. Et notre défi pour les 5 prochaines années, c'est vraiment la diversification de l'économie algérienne. Et si le président réélu, si je suis reconduit dans mes tâches, la tâche m'incombe essentiellement pour redresser sur le plan industriel le pays. Parce que l'Algérie est sortie de l'endettement. Oui. Pourquoi cette manne n'a pas encore profité à la création d'emplois, à la création d'un tissu industriel digne de ce nom ? Vous savez, c'est une économie très particulière. C'est une économie très particulière. Vous avez un secteur public où il y a eu beaucoup de problèmes, notamment durant les années 90. On a fermé beaucoup d'entreprises, il y a eu des licenciements, plan d'ajustement structurel du Fonds monétaire international. Nous avons un secteur privé qui est en train d'émerger. Nous n'avons pas un secteur privé extrêmement puissant. Nous avions un secteur, les étrangers, si vous voulez, les investissements directs étrangers qui étaient hésitant pendant quelques années à cause du phénomène de la violence. Donc ce sont sur ces 3 piliers que nous comptons faire reposer l'économie algérienne. Donc redynamiser le secteur public, ce que nous sommes en train de faire, parce que c'est le tissu industriel, il y a beaucoup d'industries du secteur public, nous sommes en train d'aider le secteur privé, et nous avons quand même beaucoup d'investissements ces derniers temps, des grandes multinationales étrangères, notamment françaises, qui sont venues s'implanter en Algérie cette dernière année. Et les Chinois aussi, oui, les Chinois qui occupent des pans entiers de l'économie. Oui, les Chinois ne sont pas, si vous voulez, dans la même démarche que les Français. Les Français sont dans une démarche d'investissement productif dans les usines. Les Chinois, c'est surtout dans la réalisation de grands marchés d'infrastructures, des routes, des hôpitaux, des ports, des aéroports. Ce n'est pas du tout la même démarche que les entreprises françaises. Au plan économique et diplomatique, vous parlez de la France. Quelles sont vos relations avec Paris? On annonce...
Oui, bien sûr, sans doute pas une seule seconde. Néanmoins, peut-être perfectible. Oui, c'est normal. On voit bien qu'il y a quand même la réconciliation tarde à s'opérer, qu'il y a des difficultés également relationnelles. Vous dites quoi, voilà, au-delà de toute précaution oratoire, aujourd'hui, des relations avec Paris? Non, très franchement, les relations sur le plan politique, elles sont excellentes. Sur le plan économique, nous sommes en train de travailler avec mon ami Arnaud Montebourg pour essayer de mettre ces relations économiques au même niveau que les relations politiques. Mais vous savez, les relations économiques, les deux États sont là pour faciliter les contacts. Mais en dernier instant, ce sont les opérateurs économiques qui décident d'investir, de créer des partenariats, oui ou non. Mais sinon, moi je le dis très franchement, il y a trois types de problèmes avec la France. Il y a, nous avons nos extrémistes en Algérie qui ne veulent pas entendre parler de relations avec la France, ceux qui n'ont généralement pas fait la guerre au moment où il fallait la faire, ils veulent la faire après l'indépendance. Il y a aussi une partie de la population, de la société française qui n'a pas compris que l'Algérie était réellement indépendante. Mais le vrai problème, je pense, qui se pose, et je le dis toujours à mes amis français quand je les rencontre, c'est que nous avons malheureusement l'élite politico-médiatique française qui ne connaît pas l'Algérie d'aujourd'hui. Notre génération, on n'a pas de visa, on va y aller. Ah si, non, vous pouvez venir. Notre génération à nous, qui est vraiment aux commandes, qui gère le pays. Je vais vous poser la question autrement. Vous êtes né, je crois, en 1958, hein, c'est-à-dire au début de ce qu'on appelle les incidents, puis la guerre d'Algérie. Pourquoi est-ce que cette page ne parvient pas à se refermer dans les relations avec Paris? Non, je vous dis si je vous parle de mon cas personnel, moi, mon père est mort pendant la guerre d'Algérie. Moi, je suis un enfant de la guerre. Mon père est mort au Maquis. Moi, je suis né au Maquis. Ma mère est une ancienne combattante, mais pour nous, très franchement, c'est une page tournée. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas oublier, mais nous sommes notre génération. Alors pourquoi cette réconciliation ne peut-elle pas s'opérer? Nous sommes inscrits, nous, ce que vous dites de notre génération en Algérie, nous sommes vraiment inscrits dans une relation particulière avec la France. Nous voulons vraiment bâtir un partenariat stratégique spécifique et spécial avec la France. Et pourquoi vous restez en retrait de la francophonie? Ça n'a rien à voir, madame. Ça n'a strictement rien à voir. La relation avec la France et la francophonie sont deux choses différentes. Si vous dites ça, ça veut dire que vous considérez que la langue française est une langue qui appartient à la France. Là, ça c'est encore un problème dans la francophonie. C'est une autre question, effectivement, mais c'est une question. Non, ça n'a strictement rien à voir. Les relations avec la France et la présence dans la francophonie, ça n'a rien à voir. La question est pertinente. En effet, dans la famille francophone de l'Organisation de la francophonie, on attend d'année en année ce grand pays de la francophonie qui n'appartient pas à la France. Hein. Ce sont les pays qui le France en partage. Nous sommes l'Algérie a un rôle d'observateur en ce moment au sein de cette organisation. Comme dirait François Mitterrand, laissons le temps au temps. Et le temps, dans ce quatrième mandat, ce serait une possibilité? Je ne peux pas m'engager au nom du président de la République parce qu'il ne s'est pas, dans le programme, il ne s'est pas exprimé sur cette question de la francophonie. Quel est le motif de cette réserve? Non, il n'y a pas de réserve. Il n'y a pas de réserve, si vous voulez, fondamentale, mais il n'y a pas aussi quelque chose qui nous pousse à aller vers la francophonie, pour l'instant, adhérer à 100%. Vous suivez naturellement les élections, la situation politique en France. Lorsque vous voyez que le Front National, parti d'extrême droite, est en passe, aux prochaines consultations européennes, d'être la première force politique, comment est-ce que vous réagissez, vous, en Algérie? Vous savez, on suit ce qui se passe en France, on suit les élections comme vous les suivez. Bien, peut-être qu'on les suit un peu plus que vous suivez ce qui se passe chez nous. Mais vous en pensez quoi? Ça vous inquiète chez nous en Algérie? Non, franchement, nous pensons que la société française a les ressorts nécessaires pour combattre l'extrémisme. Ouais. C'est ma profonde conviction personnelle. Allez, on tente une autre réponse. Non, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas une inquiétude sur l'immigration, sur la façon dont les immigrés sont vécus en France. Non, mais c'est clair que si un parti d'extrême droite venait à prendre le pouvoir en France, où nous avons notre plus grande communauté, c'est clair qu'on va certainement avoir des moments de tension et des moments de turbulence, c'est évident. Ouais. Si cette formation avait beaucoup plus d'élus ou une représentation très forte, voire gouvernementale, ça serait de nature à changer la donne dans les relations avec l'Algérie? Non, vous savez, nous, on a toujours, le président Bouteflika l'a dit, nous travaillons toujours avec les États. Ouais. Nous allons toujours travailler avec les pouvoirs publics. Quels que soient leurs représentants. Quels que soient les pouvoirs publics auront choisi. Quand même, nous savons qu'en France, il est très, très, très peu probable pour qu'un pouvoir fasciste arrive par les urnes en France. Vous le qualifiez ainsi. Vous parliez tout à l'heure de la situation internationale de l'Algérie. Il n'a évidemment pas échappé depuis 3 ans ce que l'on appelait le printemps arabe. Est-ce que l'Algérie y a fait exception ou est-ce qu'elle l'avait fait avant son printemps arabe? Parce qu'on voit, et on se l'a dit aussi, on voit des panneaux dégage à l'intention du président. Donc ce printemps arabe, vous l'avez vécu comme, au fond, une sorte de révolte qui a touché tous les mouvements en dehors de votre pays?
L'objectif initial de ce printemps arabe, c'est d'arriver à des régimes démocratiques, à des régimes où les gens peuvent voter librement, s'organiser, s'exprimer librement. C'était ça, si vous voulez, ce qui était annoncé. D'ailleurs, ça a été appelé printemps arabe, mais on ne l'a jamais appelé le printemps arabe chez nous. Ça a été beaucoup, malheureusement, plus grave que cette affaire de printemps. Nous, en Algérie, vous savez, nous sommes rentrés en démocratie et pluralisme politique depuis la fin des années 80. Nous avons eu un accident démocratique en 1991 avec les élections législatives remportées par un parti intégriste. Nous avons arrêté les élections et puis à partir de 1995, nous avons repris le processus électoral et nous avons organisé nos élections d'une manière toujours en respectant les différentes échéances en matière électorale. Donc, si vous voulez, et puis nous avons vu, nous étions sûrs, nous étions persuadés, nous l'avons dit, nous étions persuadés que ces rues, parce qu'il y a un concept quand même qui est beaucoup utilisé en France, c'est la rue arabe. Nous, on ne sait pas ce que c'est que la rue arabe. Il y a plusieurs rues arabes, il n'y a pas qu'une seule. Il n'y a pas que ça, c'est que les échéances électorales, c'est une chose, mais la réalité du pluralisme, le pluralisme de façade est dénoncé par de nombreux observateurs. Quel nombre, madame ? Vous parlez de nombreux observateurs. Il y a plus de 50 partis politiques. Il y a plus de 50 partis politiques qui sont sur la scène. C'est pas ça qui fait la démocratie, forcément. Nous avons une presse... Et qui c'est qui fait la démocratie ? Nous avons une presse la plus libre du monde arabe. Nous avons la presse la plus libre du monde arabe. Nous avons une pluralité politique. Nous avons une assemblée qui est, je crois, une vingtaine de partis politiques qui sont présents dans cette assemblée. Il n'y a peut-être pas les gens qui sont, effectivement, il n'y a peut-être pas un certain nombre de partis politiques qui ne sont pas représentés dans le paysage politique algérien, mais madame, nous sommes le pays, qu'on le veuille ou non, le plus démocratique de tout le monde arabo-musulman. Et tout le monde le reconnaît. Ce qui s'est exprimé aussi à travers ce printemps arabe, c'est une lassitude des populations vis-à-vis de gouvernants qui étaient en place depuis des années. Ben Ali, 23 ans, Kadhafi, 42 ans, et Moubarak, 30. Si le président fait son 4e mandat, ça fera 20 ans, au moins. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas aussi une lassitude du peuple algérien vis-à-vis de M. Bouteflika, qui est dans le paysage depuis très très longtemps ? La différence avec tous ces dictateurs que vous venez de citer, que ce soit Ben Ali, Moubarak, Kadhafi ou même actuellement Bachar al-Assad en Syrie, c'est que nous, Bouteflika est arrivé par les urnes. Les agents ont voté par les urnes. Non, mais vous connaissez les urnes de Ben Ali, candidat unique. Nous, quand Bouteflika s'est présenté en 1999, c'était le pluralisme. En 2004, c'était le pluralisme. En 2009, c'était... Et là, il y a 6 candidats. Ça n'a rien à voir, moi je l'ai toujours dit. Bouteflika n'a rien à voir ni avec Ben Ali, ni avec Moubarak, ni avec Kadhafi. Et vous allez le voir le 17 avril, lorsque le peuple algérien... Parce qu'on a beau parler, on a beau dire tout ce qu'on veut. Mais en fin de compte, c'est le peuple algérien qui va s'exprimer le 17 avril. Il n'y a que le peuple algérien qui va décider qui sera président de l'Algérie. Ce n'est pas Facebook, ce ne sont pas les réseaux sociaux, ce ne sont pas les ONG, c'est le peuple qui va voter. Vous êtes sûr du résultat ? De quel résultat ? Je suis sûr que le peuple algérien va voter. Et j'espère qu'il votera massivement. Nous avons dit, nous allons respecter le choix du peuple algérien, quel que soit ce choix. S'il est à notre candidat, on va lui souhaiter bonne chance à ce candidat. S'il est le nôtre, on va continuer à travailler. Moi, je ne vois pas où il est. Franchement, je n'arrive pas à voir où il est le problème. Quand on vous dit on va aller voter d'une manière démocratique pour élire un président de la République, il est où le problème ? Ce qui n'est pas ordinaire non plus dans une campagne comme celle-là, puisque le candidat ne s'exprime pas, le président sortant est absent, d'avoir les ministres du gouvernement qui fassent campagne à sa place. C'est-à-dire que l'appareil d'État est mobilisé pour la réélection du président sortant. Quel ministre, madame, qui font campagne ? Par exemple. Madame, moi, je suis secrétaire général d'un parti politique, le mouvement populaire algérien. Je suis un ministre, je suis ici, je suis en titre de congé. Vous avez vu les dernières élections entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Les ministres ont fait campagne, oui ou non ? Tout le monde fait campagne, madame. C'est normal, c'est ça. Vous voyez, moi, ministre de la République, président d'un parti politique, vous allez m'interdire de faire campagne pour mon président, pour moi. C'est incroyable. Il y a 6 ministres qui sont mobilisés pour battre la campagne à la place. C'est-à-dire que le président, les candidats, vous faisiez référence à l'échéance française, les candidats faisaient leur propre campagne. Sauf que là, les ministres du gouvernement se substituent. Non, c'est pas cette question que vous avez posée, madame. C'est pas la question est-ce que les candidats font ou ne font pas campagne. Vous avez posé la candidat est-ce que les ministres sont en droit de faire campagne, oui ou non ? Tous les ministres ont le droit de faire campagne, oui ou non ? Monsieur le ministre, on reformule. Sont en contact. Et là, on a vu les dernières élections locales ici en France. C'était dimanche dernier. Amara Ben Youssef, on reformule la question. Ce qui peut nous étonner, on est là pour poser ces questions. C'est pas du tout que vous fassiez campagne, mais secrétaire général de la partie. Ce qui peut-être nous étonne, c'est que vous fassiez campagne à la place d'un candidat qu'on ne voit pas. C'est ça le problème. Non, c'est pas la question qui a été posée. Moi, c'est la mienne. C'est pas la question qui a été posée. C'est ma question que je vous pose, moi. Nous sommes les porte-parole du candidat pour cette élection. Mais qu'on ne voit pas du tout étonne. Vous comprenez notre étonnement ? Non, mais ça peut vous étonner. Moi, je conçois parfaitement que ça puisse vous étonner. Mais moi, la seule chose que je suis venu vous dire,
très franchement, que ça vous étonne, ou que ça vous étonne pas, ou que ça étonne d'autres ou pas, il faut faire confiance, c'est le peuple algérien quand même, il est libre de son choix. Il est quand même majeur et vacciné pour savoir sur quel candidat il va voter. Le risque, c'est pas l'abstention, parce que les dernières élections ont été marquées par une très forte abstention aussi. Est-ce que là aussi, finalement, le désenchantement électoral ne peut pas se traduire par une très forte abstention? Est-ce que c'est pas un risque? Est-ce que ça ne ferait pas le jeu des islamistes dans ces cas-là? Quand vous parlez de taux d'abstention, ça concerne les 6 candidats, ça ne concerne pas que notre candidat. Ça concerne la crédibilité de tout le processus électoral. Et les 6 candidats, nous vous envoyons toujours le même message, d'abord de dire aux Algériens d'aller voter massivement, parce qu'il faut quand même que les gens se mettent dans la tête que celui qui veut garder Bouteflika doit voter, celui qui veut l'enlever doit voter. Il n'y a pas d'autre solution. On ne veut pas repartir vers la solution de la rue, on ne veut pas repartir vers la violence, on ne veut plus repartir vers le terrorisme. La démocratie, c'est le choix du peuple. Et il faut laisser le peuple choisir. Parce que tous ces gens-là qui nous disent maintenant, les élections seront... Et qu'est-ce qu'on va faire? Que fait-on? Si on suit les boycotteurs, par exemple, madame, si on suit les boycotteurs, on boycotte l'élection le 17 avril. Qu'est-ce qu'on va faire le 18? Le matin, on va se réveiller sans président de la République. Qu'est-ce qu'on va faire? On va repartir vers une transition, comme ils sont en train de le dire, ramener encore l'armée dans le jeu politique. Par exemple, l'opposant Ali Benflis, lui, préconise une conférence nationale. Comme ça a été le cas dans nombre de pays au début des années 90, ça n'a pas eu lieu en Algérie. L'Algérie reste souvent hermétique à ce qui se passe autour. Est-ce que cette idée de conférence nationale, elle est valable? Et qu'est-ce qui s'est passé autour, madame, pour lequel nous sommes restés hermétiques? Nous avons été le seul, madame, à combattre le terrorisme. Le monde entier était contre nous. Nous avons été boycottés par le monde entier. Nous avons vécu... Non, il faut que je vous rappelle ça, madame, c'est important. Nous avons vécu un état de siège. Personne ne venait nous visiter. Aucun président ne venait dans notre pays. Nous avons été boycottés par le monde entier. Le monde entier nous a boycottés. Nous avons vaincu seul le terrorisme. Nous avons été traités de tous les noms. Nous qui étions en train de combattre le terrorisme. Il y avait même un président d'une ONG qui est passé à l'extrême droite, qui vient d'être élu à l'extrême droite, et qui a dit, à l'époque c'était très grave, il a dit derrière chaque journal il y a un général. Il avait dit, il nous a accusés de tous les torts. Maintenant, nous sommes sortis de la violence seuls. Nous le devons à personne. Nous avons vaincu le terrorisme seuls. Nous sommes en train de construire la démocratie à notre rythme. Et il y a des élections libres qui vont avoir lieu, il faut laisser le vote. Vous parliez à l'instant, je ne voudrais pas faire un comparatif qui va peut-être vous heurter, vous parliez à l'instant de ce qui s'est passé en Tunisie. Les propos de Ben Ali, c'était en gros, c'est moi, je ne suis peut-être pas une vitrine démocratique absolue, c'est moi ou le risque islamiste. Est-ce que vous ne nous dites pas un peu la même chose, c'est-à-dire que Bouteflika est mieux armé contre le risque terroriste? Non, nous avons des islamistes qui sont dans le gouvernement avec Bouteflika, nous avons beaucoup d'islamistes qui soutiennent le candidat Abdelaziz Bouteflika. Justement, c'est ça l'avantage que nous avons avec lui, c'est qu'il a réussi à rassembler beaucoup d'Algériens, beaucoup de partis politiques, beaucoup de courants politiques autour de lui, autour de son programme. Pour la première fois, cela dit, les partis islamistes qui d'ailleurs accompagnaient le gouvernement jusque récemment se sont retirés et ce sont eux qui appellent au boycott. C'est une première en Algérie. Tous les partis islamistes qui ont pignon sur rue ont appelé au boycott. Il y a eu d'autres intervenants aussi et des personnalités très connues en Algérie qui sont intervenues. Le général Zeroual, Mouloud Amrouche aussi qui est intervenu. C'est pas les mêmes interventions, madame. Non, mais ils sont tous intervenus un peu dans le même sens, par opposition au quatrième mandat. Non, Zeroual n'a jamais dit qu'il était opposé au quatrième mandat. Monsieur Zeroual, il appelait à l'alternance. Et à l'alternance, bien sûr, l'alternance, mais Zeroual, qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Zeroual? Il a dit une chose capitale. Tout doit passer par le vote. C'est ce qu'il a dit. Parce qu'il a été président de l'Algérie. Il a été président de l'Algérie quand l'Algérie était en pleine crise terroriste. Donc, sa façon de le faire a été quand même une façon de manifester son hostilité au quatrième mandat du président sortant. Mais vous savez, madame, aussi président qu'il est, la seule manière qu'il a de manifester son opposition ou son adhésion à Bouteflika, c'est d'aller voter comme n'importe quel citoyen algérien. Mais il a dit, lui, une chose fondamentale, parce que lui, il a géré la période du terrorisme. Il a dit que tout doit rester dans l'ordre et la stabilité, que les Algériens doivent aller voter. C'est ce que nous disons. Mais autant d'intervenants et autant de personnalités qui se sont prononcées, c'est quand même assez rarissime en Algérie. Franchement, vous connaissez bien l'Algérie, vous, madame Andro. Très franchement, est-ce que les personnalités que vous avez citées représentent vraiment la majorité du peuple algérien? Est-ce qu'il y a qu'en Algérie, on parle de personnalité politique? Dans tous les pays du monde, quand on fait de la politique, on est dans un parti politique, on présente son candidat, on soutient un candidat, on négocie. Là, vous citez des personnalités politiques qui ont quitté le pouvoir. Pour monsieur, vous avez cité, il a quitté le pouvoir en 1991. Ça fait 23 ans qu'il a quitté le pouvoir. Il a le droit de s'exprimer en tant qu'Algérien, mais c'est un avis qu'il donne en tant que citoyen, un poids. C'est pas parce qu'il a été ancien Premier ministre que ça lui donne plus de poids que les autres citoyens qui s'expriment. Il y a une sorte d'opacité en Algérie qui permet un sentiment d'opacité par rapport à la façon dont l'État fonctionne et le gouvernement fonctionne. Pourquoi ? Qui fait qu'on s'interroge finalement sur le cœur du pouvoir. Où se trouve le centre du pouvoir en Algérie ? Bouteflika, c'est le seul qui décide, madame, c'est le patron, tout le monde le sait.
Tout le monde le sait. On lui la a direction reproché. des renseignements mise en cause récemment par le secrétaire général du parti au pouvoir, du FLN. C'est pas le parti au pouvoir. Quand vous dites le parti au pouvoir, on a l'impression que nous sommes dans un régime de parti unique. Il y a 4 partis politiques qui sont dans le gouvernement, M. Bouteflika, parce que là, ça veut dire que le FLN, parti au pouvoir, vous nous ramenez, vous, madame, 30 ans en arrière encore. Je fais référence, les déclarations de M. Mais il a déclaré en tant que secrétaire général du FLN, il a déclaré ce qu'il avait à déclarer. Moi, personnellement, d'ailleurs, je lui avais répondu que j'étais fondamentalement contre ces déclarations. Ah, c'est incroyable. On dit que c'est l'armée qui dirige dans le pays, que c'est pas Bouteflika. Quand Bouteflika prend des décisions pour changer un certain nombre de choses dans l'armée, on crie au scandale. Il faut savoir. Non, c'est pas au scandale. Non, je parle pas de vous. Non, je parle pas de vous. Peut avoir de s'y retrouver. Je parle pas de vous. Je parle des gens à l'extérieur qui disent pourquoi il touche au service de renseignement. Il a le droit. Ce sont ses prérogatives constitutionnelles. C'est le chef suprême des armées. Il gère l'institution militaire. Est-ce qu'on va le voir, ce candidat président, au cours des prochains jours dans la campagne? Oui, on va le voir. Ou à la télévision, dans les meetings. Le peuple algérien va le voir et va l'entendre. Ou comment? Je ne sais pas la forme qu'il va choisir, mais il va s'exprimer. C'est sûr, on va l'entendre, on va le voir. Bien sûr. Peut-être une question par rapport à cette partie du monde. Vous parliez tout à l'heure de la Tunisie. Comment se fait-il que, historiquement, alors que vous êtes ici, vous êtes en Europe, et bon, l'Union à 28 se construit tous les jours, que le Maghreb ne soit toujours pas constitué comme, au fond, une puissance économique, diplomatique, même politique, plus cohérente? Pourquoi ces frontières encore fermées? Pourquoi tout cela sur la question? Très franchement, c'est notre rêve. C'est le rêve de notre génération de construire vraiment une union nord-africaine. Les relations avec le Maroc et avec la Tunisie sont des relations extrêmement particulières, spéciales. La Mauritanie, la Libye. Il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes entre les différents chefs d'État qui ne se sont pas entendus. Mais c'est clair que notre avenir, il est dans la construction de cette union nord-africaine. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe au Mali? Il y a eu l'intervention française aujourd'hui. Quelle est votre évaluation de la situation au Mali? Non, on a dit, moi personnellement, je l'avais dit à l'époque, que l'intervention de la France au Mali, c'était l'intervention contre le terrorisme, suite à l'appel d'un gouvernement en place, et la France est intervenue militairement pour combattre les terroristes qui sont là-bas au Mali. Donc nous, pour moi, sur le plan personnel, ça ne pose aucun problème, l'intervention française au Mali, bien au contraire. On parlait tout à l'heure, pardon d'y revenir, du printemps arabe. Vous en feriez un bon bilan, vous diriez c'est bien, on a viré des dictateurs, ou vous diriez, bah non, regardez ce qui se passe peut-être en Égypte, ce qui se passe en Libye ou dans d'autres pays. Non, vous savez, M. Dessens, c'est clair que ces dictateurs devaient partir. C'est absolument une évidence. On ne pouvait plus vivre en Tunisie, on ne pouvait plus vivre en Égypte, on ne peut pas vivre en Syrie, on ne pouvait pas. Alors la Libye, c'était absolument incroyable. Mais quand on est responsable politique, on est obligé de se poser la question, et après, quand ils vont partir, mais qu'est-ce que sont ces pays? Est-ce que l'après est meilleur que l'avant? Apparemment, c'est pas du tout meilleur. Quand on voit la situation en Libye, quand on voit la situation en Syrie, quand on voit ce qui se passe en Égypte, c'est vraiment Donc pas... Donc vous faites un bilan critique et négatif plutôt de ce printemps arabe. Un bilan très critique, bien sûr. En Tunisie, il y a eu un certain nombre de progrès. Oui, en Tunisie, je tiens à vous le rappeler, madame, c'est grâce à l'intervention du président Bouteflika. D'ailleurs, quand on dit qu'il est incapable et qu'il ne peut pas, le président tunisien, le premier au monde qu'il a remercié pour le règlement de la crise tunisienne, c'est le président Bouteflika, parce que nous les avons aidés justement à trouver un consensus. Parce qu'en Tunisie, ils recherchaient un consensus. C'est facile d'aider un peuple qui recherche un consensus entre les islamistes et laïcs. Ils ont trouvé un consensus autour d'une constitution. Maintenant, nous souhaitons le plus grand bien à la Tunisie, qu'ils aillent vers des élections démocratiques le plus rapidement possible et qu'ils choisissent un pouvoir qui soit légitime. Isabelle Mandreau. Vous allez tenir dans quelques minutes un meeting à Paris, justement, pour les électeurs algériens qui sont en France, et au nombre de 1 million, je crois. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous allez leur parler de stabilité? C'est normal, parce que eux, madame, ce sont ceux qui sont les meilleurs témoins du retour de la stabilité et de la paix en Algérie. Ils ont été pendant des années privés de leur pays. Beaucoup de familles n'ont pas pu assister à des enterrements de leurs proches en Algérie parce qu'ils ne pouvaient pas y aller. Beaucoup ne pouvaient pas aller à des fêtes parce qu'ils ne pouvaient pas y aller. Maintenant, eux, c'est les meilleurs témoins, c'est les meilleurs ambassadeurs qu'on a, parce que quand ils viennent au pays en été ou en hiver, ils se baladent partout en Algérie. Ils savent que la paix et la sécurité est revenue. C'est les meilleurs ambassadeurs de ce retour de la paix et de la sécurité. Et c'est la chose la plus importante pour que ce soit les Algériens ou notre communauté établie à l'étranger. Merci à Mara Ben Youssef d'avoir été aujourd'hui l'invité d'International, émission réalisée avec Radio France Internationale et le quotidien français Le Monde. Je rappelle que vous êtes ministre dans le gouvernement algérien, que vous êtes aussi, peut-être surtout, c'est pour ça que nous avons reçu, porte-parole du candidat et président Bouteflika, dont vous nous dites qu'il est en forme et que eh bien, ces élections seront ouvertes. On aimerait y assister. Donc je le redis, si des visas sont disponibles, les journalistes de cette rédaction seraient très contents de pouvoir aller sur place faire leur boulot.
Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve pour un prochain numéro avec un suite de programme sur les différentes antennes que je viens de citer.